Je vais utiliser mon chronomètre. Alors, comme je suis un geek du 19e siècle, il se pourrait que mon téléphone sonne. Je demande aux esprits ironiques parmi vous de bien noter que ce n'est pas l'heure à laquelle je me réveille habituellement, mais que c'est juste une fausse manipulation de ma part. Alors, au terme de cette riche journée, tellement riche que, personnellement, elle me perturbe un peu, et elle m'inquiète beaucoup, j'aurais très envie de reprendre en sous-titre de mon propos conclusif le titre de l'ouvrage de Jacques Le Goff, Du silence à la parole. En effet, au fil des communications qui nous ont occupés et de l'ouvrage qui ont servi de base à cette journée, ça nous amène à la place du droit dans les questions, dans toutes ces questions qui nous occupent, et précisément de ce passage tout à fait particulier d'un temps du silence à un temps de la parole, parce que le droit, c'est précisément le passage du silence à la parole, et pas seulement le droit du travail. Il y aura 3 temps dans mon propos, non pas le droit, la santé mentale et l'organisation du travail, comme le laisserait supposer peut-être l'intitulé de cette journée, mais le silence, la parole et le droit. Le silence d'abord. Le silence, vous le savez bien, c'est un voile. C'est un voile lorsque l'on souhaite réfléchir à l'application du droit, parce que le droit est précisément un discours qui est l'opposé du silence. Et le droit, vu d'abord sous cet angle, c'est le moment où on déchire le voile du silence, le voile du silence, sur un phénomène que l'on propose au droit d'organiser ou d'utiliser. Ce silence, je vais l'appliquer aux 2 phénomènes qui servent de base, au fond, à la journée. Le premier, c'est la santé mentale, et le second, c'est l'organisation du travail. D'abord, la santé mentale. La santé mentale, on l'a bien vu à plusieurs reprises, s'est lentement dégagée de son écorce hygiéniste. Mais aujourd'hui, la santé mentale a rejoint un champ lexical qui n'est pas totalement indemne de tout a priori idéologique, on l'a redit là aussi à plusieurs reprises, et n'est pas du tout indemne non plus d'une vision de la santé comme étant une sorte de capital à protéger, à préserver, alors même que la santé n'est pas un capital à préserver, c'est un processus qui présente la particularité d'être réversible. Et c'est vrai pour la santé mentale, comme pour la santé d'une façon générale. L'organisation du travail, ensuite. Cette organisation du travail est étudiée de longue date, sans remonter à Taylor, sans remonter à l'école des relations humaines des années 30 aux USA. Eh bien, cette organisation du travail a retenu l'attention, dès l'ère industrielle, de tous ceux qui s'intéressaient précisément au travail. C'était principalement des ingénieurs, des techniciens, des chefs d'entreprise, parce qu'effectivement, pour eux, la question de l'organisation du travail était une question de performance économique, technique de l'entreprise ou de la production à laquelle ils étaient attachés. Mais si l'organisation du travail a été depuis longtemps étudiée, elle n'a pas été en même temps questionnée. Et une hypothèse que j'aurais tendance à poser, après vous avoir entendu les uns et les autres, c'est que si la question de l'organisation du travail n'a pas été questionnée ou ne l'a été que dans une période plus récente, c'est parce qu'en fait, nos catégories de pensée nous ont imprégnés de cette idée que l'organisation du travail avait quelque chose à voir avec le pouvoir de direction. En quelque sorte, l'organisation du travail, dans tout ce qu'elle a de complexe, a été rabattue sur le pouvoir de direction. Et donc, on ne discute pas de l'organisation du travail, parce que discuter de l'organisation du travail,
c'est discuter du pouvoir de direction. Et discuter du pouvoir de direction, eh bien, effectivement, ça engendre des éléments de critique, non seulement sur l'organisation du travail, mais sur le pouvoir de direction lui-même. Deuxième temps, la parole. La parole, c'est ce qui permet de nommer un phénomène. Et nommer un phénomène, c'est déjà commencer à le transformer. Mettre un mot sur la santé mentale, c'est la faire advenir à la conscience individuelle et c'est la faire advenir à la conscience collective. À partir du moment où elle vient à la conscience individuelle ou à la conscience collective, elle devient un fait organisé que l'on peut analyser, critiquer, discuter. La mise en mots n'est qu'une étape. Nommer n'est qu'une étape. Il faut encore transformer le mot en concept. Parce que c'est seulement à partir du moment où le mot est devenu concept qu'on peut déployer sur ce mot et ce concept des méthodes d'explication et d'interprétation. Là, on est dans le champ des sciences. Et surtout, que l'on peut commencer à partir d'une démarche heuristique, l'explication, herméneutique, l'interprétation, que l'on peut commencer à dégager des pistes d'action. C'est à ce prix que la dénomination de la chose, la mise en mots, permet de la travailler et de la réfléchir. Ainsi de la santé mentale et ainsi de l'organisation. Dans la santé mentale, c'est la parole de celui ou de celle dont la santé est atteinte qui amorce un processus de libération. Mais c'est aussi la parole envisagée dans la conscience collective, la parole discutée, qui permet de commencer à identifier les liens de cause qui traversent les raisons qui amènent à l'atteinte à la santé mentale. Et cette identification des causes est véritablement le seul moyen de faire des choix d'action et des choix de décision pour, précisément, lutter contre les atteintes à la santé mentale. Du côté de l'organisation, c'est la même chose. Mettre en mots l'organisation, c'est s'intéresser à ce qu'il y a derrière ce mot, avant même d'en faire un concept. Et là, l'étymologie devient très intéressante. Qu'est-ce que c'est que organiser ? Vous avez remarqué que dans le mot organiser, il y a une racine, qui est la racine organe, orgone. Et ça a du sens. Et ça a du sens, y compris dans notre objet de toute la journée. Organiser, c'est étymologiquement disposer de manière à rendre apte à la vie. C'est ça, organiser. L'organisation, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de disposer des éléments différents de nature à faire en sorte que la vie puisse émerger ou se maintenir. Je pense que chaque fois qu'on parle d'organisation, et on a employé je ne sais combien de fois le mot ici au cours de la journée, je pense que chaque fois qu'on parle d'organisation, on doit avoir cette étymologie en tête. Tout simplement parce qu'elle nous rappelle que l'organisation d'un corps collectif tel que l'entreprise ou n'importe quelle autre structure, que l'organisation a un seul but, qui est de permettre d'accéder à la vie de l'ensemble organisé et de tous ceux qui y participent. Et j'ajouterais à la vie pleine et entière. Et voyez bien que quand on prend le mot au sérieux, c'est le cas de l'organisation, quand on veille à dépasser le mot pour aller vers le concept, on commence à trouver des éléments d'action, des éléments qui nous permettent d'agir. Et c'était bien, quand même, me semble-t-il, tout l'objet de cette journée. Alors le droit dans tout ça, que vient-il faire ?
Alors c'est sûr que si on a une vision du droit très descendante, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait quelque part un État génial, poli, bourré de connaissances, d'expertise, etc., qui pourrait dire comme ça quelle est la bonne norme à un instant T, j'ai presque envie de dire, j'arrête de parler. Parce que ce droit-là n'est pas le droit. C'est la vision du droit telle très occidentalo-centrée, c'est la vision du droit que j'ai apprise, c'est la vision de droit que vous avez apprise, c'est la vision du droit qui est dominante. C'est tellement vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai entendu personnifier le droit. Le droit dit que, le droit pense que, le droit estime que. Le droit, il pense pas, il estime pas, il dit rien. Le droit, c'est tout autre chose. Et c'est ça qui, je pense, fait la passion ou la possibilité de regarder le droit de façon un tant soit peu passionnée, c'est-à-dire tout bêtement bien humaine. Alors si on y regarde un tout petit peu plus près, toujours dans mon idée du rapport à la parole et au silence, eh bien, d'abord, le droit, les règles de droit, je devrais être plus précis en disant ça, les règles de droit ont vocation à rendre possible la parole. On l'a vu à plusieurs reprises. D'une part, parce qu'elles permettent de créer des lieux où la parole peut s'exprimer. Ensuite, parce qu'elles assurent la protection de personnes qui vont demain prendre la parole. Enfin, parce qu'elles permettent, et le mot a été prononcé tout à l'heure, je ne sais plus par qui, parce qu'elles permettent d'incarner un discours. Alors ça peut vous paraître un peu paradoxal de dire que c'est le droit qui permet d'incarner le discours, parce que notre vision naturelle du droit, c'est quelque chose, au fond, précisément, d'assez désincarné. Oui, certes, c'est une vision du droit. Si maintenant, on part de cette idée que le droit, on le porte en nous et on le porte à la base de l'application du droit, si on regarde bien et de très près l'application de la réalité du droit, on va s'apercevoir que il n'y a pas de droit qui ne soit pas incarné. C'est impossible, parce que le droit règle des rapports humains. Alors évidemment, on a tendance à regarder la règle de façon abstraite, mais c'est un peu comme si vous étudiez une relation entre deux personnes, en écartant les deux personnes et en disant « ce qui m'intéresse, c'est la relation entre ces deux personnes ». C'est rigoureusement impossible. Vous ne pouvez pas étudier une relation si vous n'intégrez pas dans la relation les deux personnes, qu'elles soient en dialogue ou pas au demeurant. Bien. Le deuxième apport du droit, c'est qu'il participe à la dénomination. Peut-être d'ailleurs que les règles de droit ne sont que des instances de dénomination, de nomination. J'emploie dénomination parce que c'est le mot français, mais en fait de nomination. Le droit nomme. Le droit, effectivement, les règles de droit nomment, elles identifient des catégories. Et ces catégories, elles sont travaillées en permanence de l'intérieur. Elles sont travaillées par qui ? Par les acteurs du droit. Elles sont travaillées par qui ? Par le juge, on l'a évoqué tout à l'heure, et elles sont travaillées, tout bêtement, en permanence par la société civile. Et c'est la raison pour laquelle un accord collectif qui n'est que le produit, on l'a évoqué tout à l'heure, qui n'est que le produit d'un benchmark rationnel qui va déboucher sur un copier-coller. Ça n'est pas du droit quand on y réfléchit. C'est un bon copier-coller, ni plus, ni moins. C'est une règle comme serait un mode d'emploi de votre machine à laver. Si on veut que ce soit du droit, il faut que ce soit autre chose. Et cette autre chose, on ne peut le fabriquer qu'en écoutant véritablement le réel. Et le droit du travail a ceci de particulier, c'est qu'il nous ramène toujours
à la réalité des conditions de travail et à la réalité du travail. On ne peut pas penser le droit du travail en chambre. Ça n'est pas possible. Sinon, on fait autre chose que du droit du travail. Et donc, j'ai cité la place du juge qui a été évoquée cet après-midi. Alors, cette place du juge, elle est, me semble-t-il, extrêmement importante parce que, en écoutant les propos tout à l'heure, je me disais, mais au fond, De Moog avait raison en 1911. Écoutez bien ce que dit De Moog du juge. Il dit, selon nous, De Moog, le juge n'est pas un mesureur de droit. Il a qualité pour travailler avec de larges pouvoirs à l'intérêt collectif. Il nous faut reconnaître, lui reconnaître, les plus larges moyens pour donner satisfaction au droit, pour représenter l'intérêt collectif le plus étendu et en assurer la réalisation. En d'autres termes, il n'y a pas de droit sans juge, il n'y a pas de droit sans jurisprudence, et il n'y a pas de jurisprudence sans ce travail qui consiste à rapprocher une catégorie juridique de la réalité, pour nous, du travail, mais de toute autre réalité. Et ça nous amène à regarder les textes. Et je vais terminer par là, parce qu'il faut quand même que je cite au moins une fois le Code du travail, sinon je manquerai à tous mes devoirs. Ça me ramène aux textes. Et les textes, il faut les lire. Et ça a été évoqué tout à l'heure de façon un peu subreptice. Relisez l'article L4121.1 du Code du travail. Je ne parle même pas de la méthodologie de 41.21.2. L'employeur prend les mesures, vous connaissez le texte quasiment par cœur, 2 points, et il y a 3 items. Mesures de prévention, formation, information, et le texte dit une organisation, donc en d'autres termes, les mesures de prévention requièrent une organisation, et là le mot est lâché, et des moyens adaptés. Et d'une certaine façon, je l'avais dit il y a 1 an, et je persiste à le dire, en particulier après cette journée, c'est que il va arriver un moment, j'en suis quasiment sûr, où les parties, où les acteurs du droit et le juge vont se mettre à faire parler ce troisièmement. Et vont dire qu'il n'y a de prévention que lorsqu'il y a une organisation et des moyens adaptés à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Et ça veut dire que l'obligation de sécurité va s'enrichir d'une composante, et d'une certaine façon, et j'en termine par là, on sera passé du silence sur l'organisation, encore bien présent, à la parole du juge qui fait vivre l'organisation. Et au fond, toute la journée, nous avons, me semble-t-il, tourné autour de cette thématique-là. La question, c'est quelle est l'étape suivante? Ça, c'est plutôt à vous, à nous, tous ensemble de la jouer. Mais il me semble assez évident que la prise de parole dans cette journée, là aussi, participe du déchirement, on va dire ça comme ça, du déchirement du voile, du silence, sur ces 2 concepts de base, que sont la santé mentale d'une part et l'organisation de l'entreprise d'autre part. Merci de votre attention.